Le soleil tape comme un marteau sur une enclume, chaque rayon brûlant ma peau exposée alors que je titube en avant. Ma gorge est comme du papier de verre, ma langue enflée et inutile dans ma bouche. Je vérifiais à nouveau mon téléphone, une barre de réseau vacillante qui apparaît et disparaît comme un mirage. S'il vous plaît, je murmure à personne, ma voix perdue dans l'immense vide du désert de l'Arizona. S'il vous plaît, connectez-vous. J'appuie sur le bouton d'appel d'urgence pour la 5e fois, regardant l'écran avec une intensité désespérée. L'appel est immédiatement coupé. Encore une fois. Il y a 45 minutes, la vie était normale. Bella et moi revenions de Tucson, la climatisation luttant contre la chaleur de l'après-midi. Odessa, je crois qu'il y a un problème avec le pneu, avait dit Bella, sa voix désinvolte, sans inquiétude. Peux-tu vérifier? J'ai cru entendre quelque chose. Je m'étais garé sans poser de questions, la bonne sœur, la fiable. Dès que mes pieds ont touché le gravier, je me suis penché pour examiner le pneu avant, parfaitement en état. Alors que j'examinais le pneu, 10 secondes plus tard, le moteur a vrombi. Quand je me suis redressé et retourné, la poussière tourbillonnait déjà autour de moi, le visage de Bella un flou derrière le pare-brise de ma Chevy, ma voiture alors qu'elle s'éloignait à toute vitesse. Je suis resté figé, mon esprit refusant de traiter ce que mes yeux avaient vu. Ma sœur venait de m'abandonner dans le désert. Je trébuche sur une pierre maintenant, me rattrapant avant de tomber. Le souvenir d'avoir trouvé ces papiers dans le bureau de papa la semaine dernière brûle plus fort que le soleil au-dessus de ma tête, les reçus des frais de scolarité de Bella. Des milliers de dollars soigneusement classés pendant que je faisais des doubles services au Rosie's Dîner pour payer mes études à l'université locale. 7 ans à servir des tables, à économiser chaque pourboire, à travailler les jours fériés et les week-ends pour enfin acheter cette Chevy d'occasion. Ma voiture. Ma liberté. Ma seule véritable possession. Juste le temps que je me remette sur pied, avait dit Bella la première fois qu'elle l'avait empruntée sans demander. Puis la 2e fois. Et la 10e. Je m'étais enfin levé au dîner il y a 3 soirs, les paumes à plat sur la table de la cuisine. Je vends la voiture. J'ai une offre d'emploi à Phoenix. Le silence avait été immédiat, lourd. Maman et papa avaient échangé un regard que j'avais vu 1000 fois auparavant. C'est la voiture de la famille, Odessa, avait dit papa. Pas une question, mais une affirmation. Mais elle est à mon nom, avais-je répondu, les papiers d'immatriculation serrés dans ma main comme un bouclier. Je l'ai payé. Chaque centime. Ta sœur en a plus besoin que toi, avait ajouté maman, le refrain familier qui m'avait suivi depuis l'enfance. Quand Bella allait en colonie de vacances pendant que je restais à la maison pour aider. Quand Bella avait de nouveaux vêtements pour l'école pendant que j'avais des vêtements de seconde main. Quand les études de Bella étaient payées pendant que je travaillais, étudiais et travaillais encore. Les souvenirs se brouillent alors que les vagues de chaleur ondulent sur le sol du désert. Je pense à ma chambre d'enfant, au mur nu tandis que la chambre de Bella débordait d'affiches et de trophées. Je pense aux clés toujours manquantes dans mon sac à main, aux projets annulés parce que Bella a besoin de la voiture ce soir. J'avais finalement dit non hier, quand Bella avait de nouveau demandé à emprunter la voiture. Un simple mot qui m'avait semblé avaler du verre brisé. Non. Le visage de papa s'était immédiatement assombri. La famille passe avant tout dans cette maison, Odessaline. Tu le sais. Les yeux de maman s'étaient remplis de larmes. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'avais regardé entre eux, ces gens qui m'avaient élevé en me faisant croire que je méritais moins que ma sœur. Et quelque chose avait changé en moi, toute une vie à plier jusqu'à presque rompre. La voiture est à mon nom, avais-je dit, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. J'ai travaillé pour l'avoir. Je déciderai de ce qu'il en adviendra. Le choc sur leur visage avait presque valu le froid qui a suivi, le traitement silencieux pendant que je me préparais à aller au lit. Presque valu le coup. Pas ça. Et maintenant, alors que la réalité me rattrape, je me protège les yeux, scrutant l'horizon à la recherche de tout signe de civilisation. Rien que des broussailles et des cactus. Mon téléphone n'affiche plus de réseau, même pas une barre vacillante de faux espoirs. L'ironie ne m'échappe pas. Toutes ces années à travailler pour mon indépendance, et me voilà, complètement dépendante de la pitié d'étrangers, si jamais ils s'en trouvent pour passer sur cette portion d'autoroute désolée. Mon pied accroche quelque chose et cette fois je tombe, les mains écorchées contre le sol rugueux. Je goûte le sang en me relevant, les jambes tremblantes d'épuisement. La famille d'abord. Les mots résonnent dans ma tête,
prenant un nouveau sens à chaque pas douloureux. Oui, la famille d'abord. Mais après aujourd'hui, je redéfinis ce que signifie la famille. Si je survis à ce désert, si je retourne à la civilisation, plus rien ne sera jamais pareil. Je ne serai plus jamais l'Odessa qui donne et donne jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Les papiers d'immatriculation de ma voiture sont toujours dans mon portefeuille, pressés contre ma hanche pendant que je marche. Ma voiture, ma vie, mon choix. Je fais un autre pas en avant, puis un autre. L'horizon vacille dans la chaleur, mais je continue d'avancer. Je dois croire que quelque chose de mieux m'attend au-delà de ce désert. Je dois croire que quelqu'un m'aidera. Je dois croire que je vaux la peine d'être sauvé. 5 kilomètres plus tard, j'ai enfin réussi à capter un signal. Je compose le 911 et demande de l'aide. 10 minutes plus tard, la police et un véhicule d'urgence sont arrivés, m'ont soigné et m'ont emmené au poste de police le plus proche. Maintenant au poste, la main de l'agent Wilson sur mon épaule est ferme, la première gentillesse que je ressens depuis des heures. La climatisation de sa voiture de patrouille refroidit ma peau brûlée par le soleil alors qu'il me tend une bouteille d'eau. « Madame, abandonner quelqu'un dans le désert est une infraction grave, dit-il, sa voix douce mais ferme. Votre sœur pourrait faire face à des poursuites pénales. » J'avale l'eau, ma gorge toujours irritée. Elle m'ajuste. « Laissez-la. » Les mots sonnent creux, inadéquats pour décrire la trahison. Mademoiselle Matthews, ce n'était pas seulement imprudent. L'agent Wilson tapote l'écran de son ordinateur. Votre sœur a 3 accusations antérieures pour conduite dangereuse, toutes payées par vos parents. Ma main se fige à mi-chemin. Quoi? Il tourne l'écran vers moi, et voilà, le nom de Bella, 3 incidents distincts. Des amendes totalisant plus de $2000, toutes marquées EPAY accent aigu. Comment ai-je pu ne pas savoir ça? La question m'échappe, plus pour moi-même que pour lui. La famille peut garder des secrets, dit-il en m'observant attentivement. Surtout quand il y a de l'argent en jeu, mon téléphone vibre dans le porte-gobelet où il charge. J'avais à peine assez de batterie pour passer l'appel d'urgence quand un camionneur m'a finalement repéré sur le bord de la route. 3 appels manqués de maman. 5 de papa. Un texto de Bella, il panique. Rentre juste à la maison et on pourra arranger ça. Soudain, une rafale de messages arrive. Ma mère m'a accidentellement ajouté à une conversation de groupe que je n'avais jamais vue. Je fais défiler l'historique des messages, cherchant une explication, quand je vois le schéma de leur plan. Elle est têtue à propos de la voiture. Il faut lui donner une leçon. Mon estomac se noue. Je continue de faire défiler. Papa, ne fais rien de radical. Maman, assure-toi juste que la voiture reste dans la famille. Si elle ne peut pas la vendre, elle ne peut pas partir. Bella, je m'en occupe. Elle réalisera qu'elle a besoin de nous. L'agent Wilson remarque que mes mains tremblent. Mademoiselle Matthews? Est-ce que ça va? Ils l'ont planifié, je murmure en tournant le téléphone pour qu'ils puissent voir. Ils voulaient me laisser en plan. Ah. Son expression se durcit en lisant. Cela change les choses. C'est prémédité. Abandon et utilisation non autorisée d'un véhicule. Je ferme les yeux, les souvenirs m'envahissant comme la chaleur du désert. Les prêts familiaux que j'ai été forcé de faire, $500 pour le voyage de printemps de Bella, $300 pour sa facture de téléphone quand elle avait dépensé son argent en billets de concert. Mon solde bancaire oscillant perpétuellement près de 0 pendant que je payais les dépenses familiales. J'ai gardé tous les reçus, je murmure en ouvrant les yeux. Chaque relevé bancaire. Je ne savais pas pourquoi je les gardais. C'était malin, dit l'agent Wilson en tapant quelque chose sur son ordinateur. La documentation est importante dans des cas comme celui-ci. Des cas. Le mot semble étranger sur ma langue. L'exploitation financière accompagne souvent la violence psychologique. Il parle de manière factuelle, sans jugement. Votre immatriculation et votre assurance sont à votre nom? J'acquiesce, sortant mon portefeuille de ma poche. La carte grise est toujours là, pliée et usée mais intacte. J'aimerais vous présenter quelqu'un, dit-il en démarrant la voiture de patrouille. Le juge Martin vient régulièrement à votre restaurant, je crois? Il offre des consultations juridiques gratuites. Mon travail de serveuse temporaire, depuis 7 ans. Combien d'opportunités avais-je refusé parce que la famille avait besoin de moi? Le poste de gérante que j'ai refusé l'automne dernier.
Les cours du soir que j'ai abandonnés quand Bella avait besoin d'un transport pour ses événements sociaux. J'ai une amie, dis-je soudain, me surprenant moi-même. Jackie, du travail. Elle a mentionné sa chambre d'amis une fois. L'agent Wilson acquiesce. Bien. Vous ne devriez pas retourner à cette maison ce soir. Mon téléphone vibre à nouveau, papa qui appelle. Je le mets en silencieux. Il va falloir récupérer votre voiture, poursuit l'agent Wilson. Je peux vous escorter là-bas demain. La pensée de leur faire face me donne la nausée, mais je redresse les épaules. Ce soir. Je veux ma voiture ce soir. 1 heure plus tard, nous nous garons dans l'allée de mes parents. Ma Chevy est à sa place habituelle, poussiéreuse des routes du désert. Jackie attend dans sa Honda sur le trottoir, une promesse silencieuse de sanctuaire. Maman ouvre la porte avant que nous n'y arrivions, ses larmes de crocodile déjà en train de couler. Odessa. Dieu merci, tu es saine et sauve. Nous avons été si inquiets. Derrière elle, papa se tient les bras croisés. Bella jette un coup d'œil depuis le couloir, son expression illisible. Mademoiselle Isabella Matthews, la voix de l'agent Wilson porte une autorité que je n'ai jamais possédée. Je dois vous parler de l'abandon de votre sœur dans une situation potentiellement mortelle. C'était juste un malentendu, intervient maman en tendant la main vers mon bras. Je recule, ses doigts attrapant le vide. Nous avons les textos, Madame Matthews, dit calmement l'agent Wilson. La couleur quitte son visage. Je prends ma voiture, dis-je, ma voix plus stable que je ne le ressens. Et mes affaires. Tu ne peux pas simplement, commence papa. En fait, si, monsieur, elle le peut, l'interrompt l'agent Wilson. Le véhicule est immatriculé à son nom. L'utiliser sans permission est une infraction pénale. Bella s'avance, les larmes aux yeux. Odessa, je suis désolé. Je ne pensais pas à garde ça pour toi, la coupé-je, le surnom que j'aimais autrefois sonnant maintenant comme une insulte. J'ai vu les textos. 10 minutes plus tard, avec une petite valise, je me dirige vers ma voiture, les mains tremblantes en la déverrouillant. L'agent Wilson supervise pendant que je transfère mes effets personnels essentiels sur la banquette arrière, vêtements, documents, la petite boîte verrouillée contenant mon livret d'épargne. Quand je me glisse derrière le volant, mes mains agrippent le volant comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Dans le rétroviseur, je vois ma famille figée dans l'embrasure de la porte, leur façade parfaite finalement fissurée, sous la pression de l'agent Wilson. Je m'éloigne, suivant les feux arrière de Jackie, vers un avenir soudainement, terriblement mien. 2 semaines plus tard, après avoir emménagé chez mon ami, les chuchotements me suivent comme une ombre à travers le rosies dîner. Ils s'accrochent aux banquettes en vinyle usé où j'ai servi d'innombrables assiettes de pain de viande spéciale et de tartes aux pommes à la mode pendant 7 ans. Avez-vous entendu parler de la pauvre fille de Marianne? La voix de Madame Caldwell porte depuis la table 8, intentionnellement assez fort pour que je l'entende en remplissant les tasses de café. Apparemment, elle fait une sorte de dépression nerveuse, elle est partie de la maison sans un mot. Je stabilise la cafetière, mes jointures blanches autour de la poignée. 3 tables à faire, continue de verser. Eh bien, après ce qui s'est passé dans le désert, répond sa compagne, la voix baissant jusqu'à un murmure théâtral, Franck du bureau du shérif a dit que l'histoire de Bella tenait la route. La fille est instable depuis des mois. Le café déborde du bord d'une tasse, manquant de peu le journal de Monsieur Henderson. Il lève les yeux, offrant un sourire qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. Pas de souci, Odessa. J'ai entendu dire que tes parents s'inquiètent beaucoup pour toi. Le restaurant semble soudainement trop petit, l'air trop épais. 2 semaines depuis le désert, depuis que l'agent Wilson m'a conduite à l'appartement de Jackie avec ma voiture récupérée. 2 semaines que les histoires soigneusement cultivées de ma mère se répandent dans notre ville de 8000 âmes. Plus de crème, s'il vous plaît, ajoute Monsieur Henderson, étudiant mon visage avec une intensité inconfortable. J'acquiesce et me retire au comptoir où Jackie travaille à la caisse, ses yeux me suivant avec inquiétude. Des vautours, marmonne-t-elle. Tous. La cloche au-dessus de la porte teinte. Mon père entre, son costume du dimanche pressé et parfait à 14h un mardi. Le restaurant se tait, les conversations s'arrêtent, les fourchettes planent en l'air, et tous les yeux regardent cette performance publique. Odessa, sa voix porte le poids de l'autorité qu'il a exercée toute ma vie. Ta mère n'a pas dormi depuis que tu es parti. 7 clients, 3 serveuses et Rosie elle-même font tous semblant de ne pas écouter.
Je sens mes épaules se courber vers l'intérieur, la posture familière de me faire plus petite en sa présence. Nous devons parler, ma fille. En privé. Je jette un coup d'œil à Rosie, qui se tient les bras croisés derrière le comptoir. Elle fait un subtil signe de tête vers le couloir arrière. La permission de m'éloigner. Plus que ça, la permission de choisir. Je travaille, papa. Ma voix semble étrangère à mes propres oreilles stables, certaines. Mon service se termine à 16 heures. Ses yeux se rétrécissent légèrement, balayant le restaurant avant de revenir à mon visage. Ce n'est pas ton genre, Odessa. Nous t'avons élevé mieux que ça. Mieux que quoi, exactement? Les mots s'échappent avant que je ne puisse les piéger derrière mes dents. Un muscle tressaille dans sa mâchoire. Ta mère a le cœur brisé. Je suis désolé de l'apprendre. Et une partie de moi l'est vraiment. La fille dévouée qu'ils ont cultivée vit toujours en moi, chuchotant que les bonnes filles ne causent pas de peine à leur mère. Nous pouvons en discuter à la maison. Là où est ta place? La maison. Le mot atterrit comme un coup de poing. La maison où les murs de ma chambre sont restés nus tandis que ceux de Bella débordaient de trésors, où mes chèques de paie disparaissaient dans des urgences familiales qui, curieusement, tournaient toujours autour de ma sœur. Ma maison est chez Jackie en ce moment. Les yeux de papa se durcissent. La famille reste unie, Odessaline. Oui, je le regarde droit dans les yeux. C'est vrai. La porte du restaurant tinte à nouveau, et mon cœur se serre alors que Bella entre, les yeux rougis et gonflés. Sa vulnérabilité étudiée attire immédiatement la sympathie de la salle. Ma sœur, qui m'a laissé mourir dans le désert, est maintenant l'image du remords dans sa robe d'été bleu pâle. Odessa, murmure-t-elle, sa voix se brisant parfaitement. S'il te plaît. Elle s'approche lentement, consciente de notre public. Mes clients habituels du mardi regardent avec un intérêt non dissimulé, le drame familial des Matthews se déroulant entre le déjeuner et le dîner. J'ai essayé de t'appeler, poursuit Bella, les larmes coulant sur ses joues. Je sais que ce que j'ai fait était terrible. J'avais peur et j'étais stupide. Et je n'ai pas réfléchi. Je ne dis rien, sentant le poids de l'attente de tous ceux qui regardent. Le scénario exige le pardon maintenant, la sœur aînée magnanime embrassant la cadette prodigue. Je vois quelqu'un, continue Bella, la voix baissant. Un thérapeute. J'ai des problèmes de jalousie. Que tu aies des choses que je n'ai pas. Monsieur Robertson au comptoir hoche la tête avec approbation. Madame Caldwell s'éponge les yeux avec une serviette. S'il te plaît, rentre à la maison, termine Bella en tendant la main vers la mienne. Maman a besoin de toi. Papa a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ces temps de service m'ont appris à lire les gens. Cette performance n'est pas pour moi, elle est pour notre public. Pour les chuchotements qui suivront, avez-vous vu comment cette pauvre fille a imploré le pardon alors que sa sœur est restée là comme une pierre? Je suis contente que tu te fasses aider, dis-je finalement en reculant de son contact. Mais je ne peux pas rentrer à la maison maintenant. Le visage de papa s'assombrit. Ta mère est une femme adulte qui s'en sortira, l'interrompis-je, me surprenant à nouveau avec cette nouvelle voix, cette nouvelle force. Je dois finir mon service. La voiture, dit-il doucement, délibérément. Nous avons fait des paiements dessus. Un rire m'échappe avant que je ne puisse le retenir, vif et inattendu. Non, papa, vous ne l'avez pas fait. Je tends la main sous le comptoir pour prendre mon sac, en sortant un dossier usé que je porte tous les jours depuis le désert. Le poids physique de celui-ci dans mes mains me donne du courage. J'ai tout gardé, lui dis-je en ouvrant le dossier pour révéler des rangées nettes de reçus de paiement s'étalant sur 7 ans. Chaque service. Chaque pourboire. Chaque paiement. Tout est documenté. Le choc qui traverse son visage vaut chaque coupure de papier due à l'organisation de ces dossiers tard le soir à la table de la cuisine de Jackie, vaut chaque heure passée avec le juge Martin à apprendre sur la manipulation financière et la documentation. C'est ridicule, balbutie papa. Nous sommes ta famille. Oui, vous l'êtes, je referme doucement le dossier. Et ceci est ma limite. Le restaurant est devenu complètement silencieux. Je sens Jackie se déplacer pour se tenir à côté de moi, sa présence solide et sûre. Je pense que vous devriez partir maintenant, dit Rosie de derrière le comptoir, sa voix ne tolérant aucune discussion. Odessa a des clients qui attendent. Le visage de papa rougit.
Les larmes de Bella sèchent remarquablement vite alors qu'elle réalise que sa performance a échoué. Ce n'est pas fini, dit papa doucement. En fait, réponds-je, si. Après leur départ, Rosie pose sa main sur mon épaule. Prends 10 minutes. Ensuite, la table 12 a besoin de plus de café. Dans le couloir arrière, je m'appuie contre le mur, mon cœur martelant contre mes côtes. Mon téléphone vibre avec un texto de l'agent Wilson, je prends des nouvelles. Tu es en sécurité? Je réponds, oui. Ils sont venus au restaurant. Je vais bien. Une autre vibration. Le juge Martin cette fois, ma fille Sarah a une chambre qui se libère dans son duplex. 650 $ par mois, charges comprises. Intéressé? Je fixe le message, la possibilité de murs qui m'appartiennent vraiment. Mes mains tremblent en ouvrant le site web du cours d'assistant juridique que le juge Martin m'a montré la semaine dernière quand il est venu à mon travail. La date limite d'inscription est demain. Les cours s'adapteraient à mes horaires de restaurant. Pour la première fois depuis le désert, je m'autorise à imaginer une vie au-delà de cette ville, au-delà des chuchotements, au-delà de l'attraction constante de l'obligation familiale. Une vie où au nom est une phrase complète, où les limites ne sont pas des déclarations de guerre mais de simples énoncés de faits. Je réponds au juge Martin, très intéressé. Quand puis-je la voir? 10 minutes plus tard, je retourne dans la salle du restaurant, cafetière à la main. Madame Caldwell et son amie se taisent à mon approche. Plus de café, je demande, ma voix stable. Madame Caldwell étudie mon visage, cherchant des failles. Ta pauvre mère m'a appelé ce matin. Elle est folle d'inquiétude. Je verse le café précisément jusqu'au bord, pas une goutte renversée cette fois. C'est entre elle et son thérapeute, j'imagine. Sa bouche s'ouvre, puis se ferme. Je passe à la table suivante, sentant quelque chose d'inhabituel s'étirer en moi. Pas tout à fait la paix, pas tout à fait le pouvoir, mais quelque chose de proche des deux, qui se renforce à chaque pas que je fais. Une semaine plus tard, j'ai décidé de m'échapper complètement de ma famille, alors je suis venu chercher toutes les choses qui restaient à la maison. La voiture de police est au ralenti sur le trottoir, un gardien silencieux, alors que je glisse la dernière boîte dans le haillon de la voiture de Jackie. L'agent Wilson se tient les bras croisés, sa présence transformant ma maison d'enfance en un territoire inconnu. Avez-vous besoin d'autre chose de l'intérieur, mademoiselle Matthews, demande-t-il, la lumière du soleil scintillant sur son insigne. Juste une dernière chose. Mes pas résonnent dans les pièces, soudainement petites et étrangères. Dans ma chambre, dépouillée de tout sauf des meubles qui n'ont jamais été vraiment à moi, je passe mes doigts le long du rebord de la fenêtre où je pressais autrefois mon front contre le verre froid, rêvant d'évasion. Les murs contiennent 17 ans de plans chuchotés, de calculs griffonnés à la lampe de poche, de promesses que je me suis faites pendant que le rire de Bella flottait d'en bas. Maman apparaît dans l'embrasure de la porte, son visage arrangé dans l'expression qui me paralysait autrefois de culpabilité. Odessa, s'il te plaît, nous pouvons en parler comme des adultes. Je ne dis rien, passant devant elle d'un pas mesuré. Ton père n'a pas dormi depuis que tu es parti, crie-t-elle après moi. C'est ce que tu voulais. Les mots glissent sur moi comme de l'eau de pluie. Mon silence lui est inconnu, un langage qu'elle ne peut pas manipuler. Dans le salon, papa arpente près de la cheminée tandis que Bella est perchée sur le canapé, les yeux tachés de mascara observant chacun de mes mouvements. Cette voiture contient des cadeaux personnels que j'ai achetés, annonce Bella alors que j'atteins la porte. Je devrais au moins les récupérer. Je me retourne, rencontrant enfin son regard. Fais-en la liste. Envoie la liste à l'agent Wilson, avec les reçus. Sa bouche s'ouvre, puis se ferme. Nous savons toutes les deux que de tels reçus n'existent pas dehors, je me glisse sur le siège passager de Jackie. À travers le pare-brise, j'observe le tableau de ma famille, 3 silhouettes encadrées dans l'embrasure de la porte, soudainement impuissantes sans ma participation à leur drame. C'est bon, demande Jackie en démarrant le moteur. C'est bon. 40 minutes plus tard, je suis assise en tailleur sur le sol de Jackie, un ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. Mon doigt survole le bouton, n'hésitant que brièvement avant de cliquer sur Publier. L'annonce de la voiture est mise en ligne, à un prix juste en dessous de la valeur du marché pour garantir une vente rapide. Je ferme les yeux, respirant profondément en créant une nouvelle adresse email, séparant mon identité numérique de celle que ma famille connaît. Cette nuit-là, mon téléphone vibre contre le parquet le numéro de papa. Je le mets en silencieux sans regarder le message,
l'ajoutant à la collection grandissante de menaces et de manipulations non entendues. Ton père a appelé le propriétaire, dit Jackie, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec 2 tasses de café. Il a essayé de prétendre que tu as des dettes impayées qui font de toi un risque locatif. J'accepte le café, sans surprise. Qu'a dit monsieur Grayson? Il a dit à ton père qu'il te connaissait depuis que tu avais 16 ans et que tu débarrassais les tables, et que peut-être il devrait s'inquiéter davantage de sa propre cote de crédit. Elle sourit, s'asseyant à côté de moi. Les petites villes, ça va dans les 2 sens. Mon téléphone s'allume à nouveau le numéro de maman. Contre toute attente, je jette un coup d'œil à l'aperçu du message, urgence. Appelle s'il te plaît. C'est grave. 10 minutes passent. 20. Mes mains tremblent légèrement, un réflexe musculaire de décennies d'appels familiaux urgents, mais je continue de taper les réponses à ma demande d'emploi, laissant le téléphone intact. 1 heure plus tard, il vibre avec un texto de ma cousine, Sarah, pour info, ta mère va bien. Elle joue au bridge chez tante Linda. Je pensais que tu devrais savoir. Le nœud dans mon estomac se desserre. Un autre test raté. Le matin apporte des alliés inattendus. Mes clients réguliers du restaurant ont formé un cercle protecteur après la performance larmoyante de Bella hier. Ma sœur a publié un message déchirant sur Facebook mais s'est fait ridiculiser. Madame Abernathy m'arrête entre 2 recharges de café, sa main burinée attrapant la mienne. J'ai entendu parler de ces bêtises que ta sœur a publiées sur les réseaux sociaux, dit-elle. Ne t'inquiète pas. Nous avons rétabli la vérité à l'étude biblique. Quelques jours plus tard, la femme du pasteur pose des questions pointues sur mon épreuve du désert alors que Bella est figée au comptoir de la pharmacie. L'agent Wilson mentionne l'affaire d'abandon à la quincaillerie où papa achète son matériel de pêche. Le juge Martin parle tranquillement avec les anciens de notre église des schémas familiaux troublants après le service du dimanche. Le réseau de communication invisible de la ville, autrefois utilisé comme une arme contre moi, porte maintenant un courant différent. Puis, un lundi matin, mon téléphone sonne avec une notification par email. La voiture est vendue. Prix demandé complet. En espèces. À récupérer demain. Mon billet pour Phoenix est devenu réalité. 30 minutes plus tard, une greffière du tribunal appelle. Mademoiselle Matthews, votre audience pour l'ordonnance restrictive a été avancée. Le juge Franklin a examiné les preuves, en particulier les incidents de conduite antérieure. Elle a été accordée. Je raccroche, les mains stables pour la première fois depuis des semaines. 2 heures plus tard, un autre appelle mon employeur potentiel à Phoenix. Nous aimerions vous offrir le poste, dit le directeur des ressources humaines. En fait, nous pouvons faire un peu mieux que le salaire dont nous avons discuté. Ce soir-là, papa appelle d'un numéro inconnu. Sa voix manque de sa résonance habituelle quand je réponds. Nous devrions négocier, dit-il, le mot étranger dans sa bouche. Arriver à un arrangement qui fonctionne pour tout le monde. Je regarde le coucher de soleil par la fenêtre de la cuisine de Jackie, le même ciel de l'Arizona qui a été témoin de mon abandon étant maintenant témoin de ma renaissance. Il n'y a rien à négocier, lui dis-je doucement. Je ne vous demande plus rien. Je termine l'appel alors que l'amie de l'église de maman, Hélène, envoie un texto, je pense à toi. Ta mère a manqué à la collecte de fonds ce soir. Plusieurs personnes posaient des questions. Leur monde se rétrécit alors que le mien s'élargit, la balance se rééquilibrant, enfin et complètement. Une semaine plus tard, un mardi après-midi, après avoir terminé mon service, la lettre tremble dans ma main alors que je la relis, l'écriture appartenant sans équivoque à Madame Pearson, notre amie de la famille depuis 20 ans. L'état cardiaque de votre père s'est aggravé avec le stress. Le médecin dit que la guérison familiale est essentielle à son rétablissement. Votre mère promet que les choses seront différentes maintenant. S'il vous plaît, venez pour un dernier dîner de famille avant de quitter la ville. Jeudi à 18 h. Je plie le papier le long de ses plis et le glisse dans ma poche. Le poids familier de la manipulation s'installe dans mon estomac, mais quelque chose a changé. La sensation ne me paralyse plus. J'ai appelé le médecin pour vérifier l'état de mon père, et le médecin a confirmé qu'il n'avait pas vu mon père depuis des mois. Tu n'es pas obligé d'y aller, dit Jackie depuis sa position sur le canapé, les pieds posés sur une table basse parsemée de manuels de parajuristes. C'est ça, les limites. Tu as le droit de les faire respecter. Oh, je sais. Je ferme la fermeture éclair de mon sac de voyage.
Phoenix m'attend vendredi, nouvel appartement, nouvel emploi, nouvelle vie. Mais j'en ai besoin, pour moi. Jackie fait tournoyer ses clés de voiture. J'attendrai dehors. Au premier signe de problème, j'arrive avec des cornes de brume et des confettis. Je hoche simplement la tête et finis de faire mes bagages. Le jeudi soir, le trajet jusqu'à ma maison d'enfance se passe en silence. Chaque point de repère que nous passons, le restaurant où je faisais des doubles services, la banque où je déposais chaque pourboire, le lycée où Bella était la reine du bal de fin d'année pendant que je travaillais le week-end, c'est comme tourner les pages d'un livre que j'ai enfin fini de lire. Jackie se gare de l'autre côté de la rue. Tu peux le faire, dit-elle en me serrant la main. Souviens-toi de ce que le juge Martin a dit. Ne pas s'engager dans la manipulation émotionnelle. Sans tenir aux faits, je récite les mots qui sont devenus mon mantra. Et je mérite la paix. La maison de mes parents semble plus petite d'une manière ou d'une autre. La porte d'entrée s'ouvre avant que je ne l'atteigne, ma mère apparaissant les bras tendus, portant le cardigan jaune qu'elle réserve pour l'église et les photos de famille. Odessa, murmure-t-elle, sa voix épaisse d'une émotion répétée. Tu es venu. Je passe devant son étreinte. Saisi, pas réconciliation. Le tableau de la salle à manger pourrait remporter des prix pour sa nostalgie calculée. Mon père est assis au bout de la table, son visage arrangé en un masque de préoccupation patriarcale. Bella occupe sa place habituelle à sa droite, les yeux rougis et jetant des regards nerveux vers moi. Mes plats préférés de l'enfance encombrent la table, poulet frit, purée de pommes de terre, gratin de haricots verts. Des albums photos sont posés contre le centre de table. Un flacon de médicaments sur ordonnance est bien en vue près du verre d'eau de mon père. Assieds-toi, Odessa. Papa fait un geste vers mon ancienne place. Un dîner de famille n'est pas complet sans que tout le monde soit présent. Je reste debout, serrant le dossier que j'ai apporté. Comment va ton cœur, papa? Sa main touche réflexivement sa poitrine. Le médecin dit que le stress est le principal facteur. Intéressant. Je pose mon dossier sur la table. Parce que j'ai appelé le docteur Winters il y a 2 jours. Il ne vous a pas vu depuis 8 mois, et votre dernier examen a montré une santé cardiaque parfaite. Le silence s'étend comme la chaleur du désert. Papa se remet le premier. Les liens du sang sont plus forts que tout, Odessa. Quels que soient nos problèmes. Ce n'est même pas la bonne citation, l'interrompis-je. Le proverbe complet est, le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de la matrice. Cela signifie que les relations choisies sont plus fortes que les liens familiaux forcés. Cela signifie. Bella s'avance, les larmes coulant. J'étais jalouse de ton indépendance. De la façon dont tu as toujours su ce que tu voulais. Je suis tellement désolé pour le désert. J'ai juste. Je ne suis pas venu pour des excuses. J'ai ouvert mon dossier. Je suis venu parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi. Un par un, j'ai exposé mes preuves, un calendrier d'enfance codé par couleur pour montrer les activités de Bella par rapport à mes corvées, des relevés bancaires soulignant les milliers dépensés pour elle pendant que je travaillais, des articles de psychologie sur les dynamiques de elle enfant en or, bouc émissaire, des passages surlignés brillants sous la lumière de la salle à manger. Qu'est-ce que tout ça? La voix de mère vacille. De la documentation. Je tapote le dossier. Chaque événement scolaire manqué parce que quelqu'un devait aider à la maison. Chaque fois que ma voiture a été empruntée sans permission. Chaque urgence familiale qui a mystérieusement coïncidé avec mes entretiens d'embauche. Le visage de mon père s'assombrit. Tu as gardé des archives? Contre ta propre famille. J'ai gardé des archives parce que personne d'autre ne reconnaissait ma réalité. Ma voix reste stable, me surprenant même moi. J'avais besoin de me prouver à moi-même que je n'étais pas folle. Ma mère se lève, les mains agitées. Après tout ce que nous avons fait pour toi. C'est exactement le problème. Les mots coulent sans répétition. Vous n'avez jamais vu ce que j'ai fait pour vous. Les doubles services, les projets annulés, les rêves reportés. Vous appeliez ça devoir familial quand ça vous arrangeait et égoïsme quand ça m'arrangeait. Bella tend la main vers la mienne sur la table. Je recule. Je ne suis pas là pour une réconciliation, dis-je en rencontrant chaque paire d'yeux. Je suis là pour une clôture. Je vous libère de toute obligation envers moi, et moi-même de toute obligation envers vous. Je pose ma clé de maison sur la table.
La petite clé en laiton qui représentait autrefois la maison symbolise maintenant une porte que je choisis de fermer. Et Noël, demande ma mère, la voix basse. Thanksgiving? Je serai avec des gens qui respectent mes limites. Je rassemble ma documentation, la glissant dans le dossier avec une précision calme. Je vous souhaite de guérir. Vous tous. Mon père se lève, la colère remplaçant son inquiétude calculée. Si tu franchis cette porte. Tu feras quoi, je demande, vraiment curieuse. M'abandonner dans le désert? Prendre ma voiture? Remettre en question ma valeur? Vous avez déjà fait le pire. Bella sanglote dans ses mains. Ma mère serre son cardigan et mon père se dresse, plein d'une rage impuissante. La scène devrait me dévaster. Au lieu de cela, je ressens une curieuse légèreté. Au revoir, dis-je simplement. Je sors sans larmes ni drame, fermant la porte avec une finalité douce. L'air de la nuit remplit mes poumons de quelque chose qui ressemble remarquablement à la liberté. Jackie attend dans sa voiture, la vitre baissée. Tu l'as fait, dit-elle, sa main chaude sur mon épaule. Oui. Je regarde la maison une dernière fois. Maintenant, je peux commencer. Nous nous éloignons du passé, vers l'horizon de demain. Pour la première fois en 25 ans, mes épaules ne portent que leur propre poids. 6 mois plus tard, le soleil matinal filtre à travers des rideaux vaporeux que j'ai choisis moi-même, peignant des motifs dorés sur mon petit appartement de Phoenix. Je passe mes doigts sur le manuel de parajuriste sur mon bureau, les marques de surligneur fluo transformant le jargon juridique en tremplin vers mon avenir. Ma première fiche de paie de bureau, toujours dans son enveloppe, est épinglée au tableau de liège au-dessus, preuve tangible que le service au Rosies dîner est enfin derrière moi. Je fais une pause avant de composer le numéro de la compagnie de téléphone. Une profonde inspiration, puis une autre. J'aimerais changer mon numéro de façon permanente, dis-je à la représentante du service client, ma voix stable. Quand elle me demande si je veux informer quelqu'un du changement, je dis simplement « non, merci ». Le petit déclic lorsque je raccroche semble monumental. 6 mois plus tard, je conduis ma Honda d'occasion le long de cette même portion d'autoroute désertique. Le volant est différent sous mes mains, cette voiture achetée avec mon propre argent, choisie pour sa fiabilité plutôt que pour l'approbation de quelqu'un d'autre. Je reconnais le kilomètre où Bella m'a abandonné, mais aujourd'hui, je m'arrête par choix. Le coucher de soleil de l'Arizona transforme le paysage en une aquarelle, le cramoisi et l'or baignant le sable et les cactus. Je sors, mes bottes craquant sur le gravier, et je respire profondément. L'immensité qui m'effrayait autrefois ressemble maintenant à une possibilité s'étendant vers l'horizon. Vous faites des progrès, m'a dit le docteur Schaeffer lors de la séance de thérapie d'hier. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des définitions saines de là où vous finissez et où les autres commencent. Ces limites m'ont permis de construire quelque chose de nouveau, des dîners partage le mardi avec des collègues, des randonnées le week-end avec des habitants de Phoenix qui sont devenus des amis, des après-midi de bénévolat le dimanche au refuge pour femmes Desert Bloom, où je m'assois en face de femmes dont les yeux reflètent ce que les miens contenaient autrefois. Je comprends ce que c'est de se sentir piégé, leur dis-je, et je le pense. Noël dernier, au lieu de me forcer à une autre performance d'harmonie familiale, j'ai conduit jusqu'à la maison des parents de Jackie, à 3 heures au nord. Sa mère m'a serré dans ses bras sans attente, son père a découpé la dinde sans commentaire sur mes choix de vie. Ils ont posé des questions et ont réellement écouté mes réponses. La sonnette de l'appartement interrompt mes souvenirs du désert, ma pendaison de crémaillère modeste mais significative. L'agent Wilson arrive le premier, étant venu de ma ville natale avec le juge Martin. L'endroit a l'air bien, dit Wilson en me tendant un cactus en pot. Ça te va. Forte, indépendante. Rosie du restaurant entre en trombe, portant sa célèbre tarte aux pommes. Enfin, dit-elle en me serrant la main, quelqu'un a apprécié ta valeur. Plus tard, les verres levés dans mon salon, le juge Martin porte un toast au nouveau départ et à la famille trouvée. Le groupe de soutien que j'ai créé se réunit le jeudi au centre communautaire. Boucs émissaires familiaux anonymes semble dramatique, mais le soulagement sur les visages des gens lorsqu'ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls vaut toute la gêne. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre anonyme de ma ville natale, te voir te défendre m'a donné le courage de faire de même. Quand le numéro de Bella apparaît sur mon téléphone après qu'elle a supplié Jackie de le lui donner, je réponds calmement. J'écoute ses explications, sa timide branche d'olivier. Je te souhaite de guérir, lui dis-je quand elle s'arrête enfin, mais mes limites restent.
La simple paix que je ressens en raccrochant me surprend. Leur approbation ou leur absence d'approbation ne me définit plus. Aujourd'hui, en conduisant les fenêtres baissées sur l'autoroute ouverte, le vent emmêlant mes cheveux, j'aperçois mon reflet dans le rétroviseur. La femme qui me regarde a de la force dans les yeux et de la paix dans son sourire. Le désert s'étend, infini et magnifique, autour de moi. Ce n'est plus un piège, mais un témoignage du chemin que j'ai parcouru. Qu'auriez-vous fait à la place d'Odessa? Auriez-vous porté plainte contre votre sœur? Ou l'ordonnance restrictive était-elle suffisante?